Bonjour à tous et bienvenue, nouvel épisode de Héritage. Ça fait quelques semaines, le dernier c'était pour la revue des marchés et aujourd'hui je suis tout seul. Alors, faut donner des coups dans la vie, moi c'est ce que j'aime, je l'ai dit dans plusieurs podcasts. On réalise à un moment donné dans notre vie le type de profil qu'on est. Et il y a plein de profils psychologiques qu'on peut faire, il y a plein de tests psychométriques qu'on fait au travail. Beaucoup sont très erronés, pour ne pas dire de la bullshit, et vous m'excuserez le mot, mais c'est vrai, pour avoir travaillé dans une entreprise à l'époque quand j'étais dans le recrutement, je travaillait chez Actualisation, qui est une firme de formation dans les entreprises, avec les municipalités, etc. Et là-bas, c'était des experts, on va dire, dans tout ce qui était des tests psychométriques, etc. Et les gens qui travaillaient là-bas me disaient il y a plein de tests qui sont complètement bidons et en fait qui sont créés grâce à l'effet Barnum ou Barnum, dépendamment comment vous le prononcez, c'est Barnum. L'effet Barnum, si vous le connaissez pas, c'est utilisé beaucoup dans les tests psychométriques, dans les horoscopes, les gourous vont utiliser ce genre de trucs, dans les églises, les religions, c'est utilisé. L'effet Barnum, c'est de dire quelque chose qui va correspondre à un grand pourcentage de la population, comme par exemple quand vous faites des tests ou les trucs sur Facebook à l'époque où quand vous vouliez donner vos informations personnelles que vous faisiez, et c'était par exemple toi t'es une personne qui est très calme mais quand on te cherche toi t'es vraiment quelqu'un qui peut être très méchante. Ça correspond à beaucoup de la population qui vont se sentir, eux, d'une nature plutôt calme, mais que quand ça explose, ils sont là. Ça peut être aussi, tu n'as pas beaucoup d'amis, mais tes amis sont très très proches de toi, il ne faut pas les chercher. Là aussi, beaucoup de gens vont dire c'est vrai, j'ai pas beaucoup d'amis, mais les amis que j'ai, je suis quelqu'un de très très intense avec eux. Et c'est plein de choses comme ça, par la politique aussi dans les sondages, qu'on veut utiliser pour aller chercher un grand pourcentage de la population. Regardez, je vous invite à le faire. Si vous voulez aller sur Google, exemple d'effet Barnum. Et quand j'avais regardé, comme nous, admettons, pour ceux qui savent, quand j'étais plus jeune, on allait à l'église, et à l'église évangélique protestante, et c'est vrai que l'effet Barnum est extrêmement utilisé. Donc le pasteur du haut de l'estrade du stage était comme... Dieu me parle, là, il y a quelqu'un ici dans la salle que c'est un homme, donc là déjà très bon, qui a comme des problèmes de couple et des problèmes financiers. Et Dieu veut te dire que blablabla. Et là, tu te dis, un homme dans la salle qui est là à l'église, qui a des problèmes de couple, je pense que 90% des gens ont des semi-problèmes de couple, où tu peux te dire, ouais, en ce moment, ça va moins bien. Et problèmes financiers, je pense que, écoute, 60% de la population vit de paye en paye. Donc, automatiquement, quelqu'un va dire qu'il y a des problèmes financiers. Et je vais même aller plus loin, vu qu'on parle d'argent. Quelqu'un comme moi, par exemple, qui est des centaines de milliers de dollars de côté, ça va quand même très bien. Ben, avec ma blonde, des fois, on vit comme des pauvres. On a une facture de 500 dollars. Là, on doit faire la clôture de la piscine, c'est 10 000 et quelques, ou en tout cas, peu importe, la 9-10 000. Ben, on est comme, oh my god, alors que, je regardais justement avant-hier des Corvettes, une Corvette C8, puis je la montrais à Olivia, ma fille, puis je disais, celle-là est vraiment belle, celle-là est vraiment belle, puis là, c'était comme, ouais, c'est quand même cher. Puis dans ma tête, j'étais comme, je pourrais l'acheter cash, puis encore profiter de plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais je pense que cette mentalité-là, c'est ça qui nous a aidé à faire de l'argent. La mentalité de ma blonde et moi de se sentir toujours pauvre, c'est ça qui nous a aidés. Donc bref, tout ça pour parler de l'effet Barnum. Allez jeter un coup d'œil, c'est très 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 intéressant. Et je disais donc, pour apprendre à se connaître, pour ça que j'étais très occupé, parce qu'il a fallu donner un coup. Et aujourd'hui, je voulais vous parler déjà un peu de la bourse, de ce que ça a donné les dernières semaines, et parler aussi d'un peu de l'entrepreneuriat. Quand vous partez à une entreprise de service ou autre, puis je parle pas de quelqu'un qui veut être entrepreneur à 100%, mais même quelqu'un qui aimerait un petit side pour se dire « j'aimerais ça arrondir mes fins de mois pendant quelques mois, quelques années, travailler du week-end pour, je sais pas, je veux investir un petit peu plus pendant quelques années charnières. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça aussi. Je vais vous parler de la bourse. Je vais regarder mon écran, bien entendu, puisque je ne connais pas tout par cœur. Donc, on est aujourd'hui le 22 mai. Il fait encore froid. Ce matin, j'avais ma tuque. Et la bourse,
est remonté solidement. Ce que je disais la fois passée, c'était à quel point les médias nous ont créé de la peur, et même dans certains groupes Facebook que je suis, que j'ai même mis en sourdine parce que j'étais plus capable, des modérateurs et administrateurs qui, eux, mettaient de la peur. Je me disais, mais ça fait quoi? Ça fait 1 an que vous investissez ou vous avez pas compris? Quelqu'un qui est nouveau, qui a jamais investi, qui connaît pas les mouvements du marché, les fluctuations, les hausses, les baisses, les pullbacks. Donc, pullback, c'est mon prix de l'action, il monte et il rechute un petit peu et il remonte et il rechute. Des pullbacks sont des effets totalement normaux en investissement. Quand vous regardez un graphique, en fait, il suit comme un couloir. Vous pourriez tracer 2 droites parallèles et le prix, le graphique va venir rebondir sur le haut et sur le bas, ce qu'on appelle un support et une résistance. Et on peut tracer un couloir qui va nous dire ça, si on est en tendance haussière, on est en tendance baissière ou un mouvement de côté, donc c'est-à-dire un mouvement qui est totalement à l'horizontale. Et mon prix va rebondir, donc support, résistance. Mais quand il rebondit, on appelle ça juste des pullbacks. Et le S&P 500 a connu une bonne chute. Donc, à partir là, le S&P 500 est le marché total. Hein. Donc, en fin février, Trump est arrivé au pouvoir, il y a eu les tarifs douaniers, ça a créé énormément de panique sur les marchés. Les gens ont commencé à vendre et tout a chuté. Et moi, ma question, c'est Trump est-il aussi puissant qu'on pense? On sait qu'il y a des amis très puissants, des amis très riches, qui, eux, ces gens-là, ont quoi? De l'immobilier, des actions, donc de la bourse, et des entreprises. Des entreprises égale des actions. Donc, on va dire qu'ils sont 2 grosses principales sources de revenus. Pensez-vous une minute que tous ces gens-là vont laisser un seul et même homme faire chuter toutes leurs actions? Surtout que ces gens-là sont proches d'une retraite ou sont peut-être moins actifs qu'avant au niveau des entreprises. Ça n'arrivera pas. C'est impossible que ces gens-là, tous ces puissants, laissent Trump faire des trucs. Il se ferait assassiner bien avant. Il se ferait empoisonner, il y aurait quelque chose. Donc, au contraire, ces mouvements de marché sont des purges pour des gens, on va dire comme vous et moi, qui ont des moins grands moyens financiers et qu'on va céder à la panique parce que mettre 100 000 dans un CELI, ça vous a demandé, en tout cas sûrement, des efforts, ça vous a demandé des sacrifices. Donc, pour nous, perdre 10 000 sur 100 000, 10% ou plus, 20%, comme là, ça a chuté de 22%, c'est énorme et on a de la misère à vivre avec ça parce que on n'est pas des gens avec des multimillions ou qu'on roule sur l'or. Donc, nous, on a fait un effort, on a investi, on s'est formé, on a mis de l'argent en bourse et là, le prix chute. C'est sûr que ça peut faire peur un petit peu au début. Mais eux, ces gens-là, jamais ils laisseront passer ça pendant des dizaines d'années ou juste que le marché s'écroule. De toute façon, le top 10 avec des marchés mondiaux, on va prendre un VEQT, là, c'est 13 000 compagnies mondiales, donc États-Unis, Canada, international, marché émergent, etc. Dans le top 10, on a du RBC, du Apple, du Amazon, du Microsoft, du Tesla. Je pense qu'on a la banque TD, on a Shopify, en tout cas dans un top 10, top 15. Ils vont faire quoi ces compagnies-là? La bourse, elle chute, ok, fine, mais ces compagnies-là vont faire quoi? Ils vont quand même continuer à vendre, ils vont quand même continuer à faire du profit. Donc, par la bande, nous aussi, en investissant, on va faire de l'argent. Donc, la bourse est remontée. Hier, on a une journée à moins 1 point quelques %. Ça arrive, il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées. Mais, moi, c'est fou à quel point j'ai équilibré mon prix moyen parce que j'avais sorti 10 000 pour mettre dans les RE puis un peu dans mon CELI. Mon REER, excusez, mon CELI est plein. Et je suis très content de l'avoir fait. Parce qu'avec la remontée, en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans un portefeuille, vous allez faire un peu de dividendes. Majoritairement, vous allez faire 1, 2, 3% de dividendes, dépendamment les fonds que vous avez. Moi, j'ai 20% qui est consacré à un fonds canadien à dividendes qui s'appelle XEI dans mon REER et XDIV dans mon CELI. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 4-5%, moi, j'achète bas parce que là, ça a chuté. Mais là, le prix remonte et on fait 5% du prix de l'action. Donc, plus le prix de l'action est haut, plus les dividendes vont être grosses aussi. Donc, vous voyez, par année, je peux faire, mettons, je sais pas, 5 000 peut-être de dividendes, peut-être un peu plus. Mais quand même, 5 000 de dividendes qui tombent gratuitement, ça se prend quand même bien. Donc, les marchés sont remontés. Et un truc que j'ai toujours trouvé intéressant, puis en fait, que j'étais un peu stupide, je vais vous l'avouer, c'est que
moi, je me suis dit, quand je vais commencer à parler de la bourse aux gens, de parler de l'investissement et de le prouver en montrant mes comptes que j'ai fait de l'argent, que je fais du rendement avec 3 à 5 FNB, là, je veux dire, j'ai pas plein de trucs, puis des montages avec que je trade des options, puis que je fais du covered call. Non, c'est juste, voilà, j'ai 3 FNB 100% actions avec un peu de dividende, ça s'arrête là. Je me suis dit, quand je vais parler de ça à quelqu'un qui va voir mes stories, qui va voir mes posts, pas que la personne va acheter mes programmes, mais elle va se dire, ok, ben moi aussi je vais investir. Voyons, je vais répliquer exactement ce que ce gars-là il me dit, ça marche. Puis en plus, plein de monde le dit, c'est pas juste Simon avec son accent mix, c'est tout le monde qui le dit. Et en fait, non. Mais après, je me suis dit, Simon, t'es un peu stupide parce que on le sait que c'est pas bien de fumer. Pourtant, combien de personnes fument? Ou encore pire, pour moi, parce que les gens ont un peu l'air stupides, à vapoter. Pourtant, on sait très bien que c'est mauvais pour la santé. Il n'y a aucun bénéfice à fumer, il n'y en a aucun, là. Je veux dire, tu peux pas dire, ah, en ce moment, je suis un peu stressé, je vais commencer à fumer. Non, c'est que tu as été stupide et influençable. On est d'accord avec ça. Là, la bourse, je me suis dit, quand je vais leur dire, hey, investis en bourse, tu peux faire ce rendement-là, regarde sur le site de l'AMF, regarde sur le site gérezmieuxvotreargent.ca, regarde les podcasts de moi ou Alex Demers ou peu importe. Mais en fait, non. Les gens n'investissent pas. Les gens ont encore peur. Et ça me fait capoter qu'en 2025, les gens n'investissent pas. J'ai eu une consultation il y a quelques semaines, quelques jours, et cette personne-là avait suivi mes programmes à l'époque avec Lib, donc 2021 à peu près, 2022, et la personne dans la consultation, elle était prête à se lancer maintenant. Et je lui ai dit, à ce monsieur, je lui ai dit, t'imagines le 3 ans que tu as perdu? Parce que tu as perdu 3 ans. Puis même si c'était $20 par semaine, $50 par semaine, on n'a pas besoin d'investir des gros montants pour faire de l'argent en investissement. C'est sûr que plus t'en mets, plus tu vas faire de l'argent, mais le but, c'est de commencer. C'est une petite goutte, une autre petite goutte. Et à un moment donné, ça grossit. À un moment donné, tu as du rendement là-dessus, des dividendes là-dessus. Donc, il faut juste tout simplement commencer à investir. Donc, le S&P 500 est bien remonté. Les bourses, la bourse canadienne, on va le dire comme ça, là, avec XEI ou XIU, le TSX 60, on est quasiment au sommet historique. Hein. Ça n'a pas... quand vous regardez ça, là, ça a baissé, mais c'est pas non plus... je vais la regarder XIU. Donc, XIU, c'est le TSX 60. Le TSX 60, bah, vous voyez... Voilà, je vais exactement vous le dire. Pas hier, donc le 20 mai, le TSX 60 a fait son sommet historique. Avez-vous vu un gros titre dans les journaux, dans les médias, vous parlez que la bourse canadienne, la bourse de Toronto, a fait un sommet historique? Je répète, la bourse de Toronto, donc le TSX 60, les 60 compagnies les plus performantes au Canada, le 20 mai 2025 a fait son sommet historique. Ça n'a jamais été aussi élevé. Jamais ça n'a fait autant d'argent. Et je ne sais pas si vous en avez entendu, mais moi qui suis quand même souvent sur les nouvelles, dans la presse, etc., je suis abonné à ce genre de trucs-là pour justement faire des podcasts et tout. Je n'en ai pas entendu parler. Il y a peut-être eu un article que je n'ai pas vu passer ou peut-être deux. Par contre, quand le prix chutait de 2 ou 3%, c'était partout dans les médias. La bourse a chuté, attention, c'est dangereux. Et là, on n'entend pas parler de rien. Et moi, je trouve ça impressionnant parce que, oui, la peur, ça fait vendre, mais à un moment donné, les médias devraient être utiles à nous informer, pas à nous faire peur. Les médias devraient servir à nous donner de l'information pertinente, pas de nous pas de nous générer des émotions. Donc, vous voyez, je l'ai vu, je viens de le voir à l'instant, là, quand je vous l'ai dit, le 20 mai, on a fait un sommet historique pour le TSX 60, les 60 meilleures entreprises canadiennes. Et on avait eu une belle chute, hein, depuis, on l'avait dit, depuis à peu près février, qu'il y avait eu un autre sommet. On avait perdu plus de 14% sur la bourse du Canada. Et on est remonté, là, on a donc remonté au complet la pente. Donc je dis pas que la descente est finie. En fait, je dis pas parce que je le sais pas.
Je vous inventerai pas des trucs pour dire, moi, je pense que ceci. Quand je vous parlais des groupes Facebook et des pseudo-influenceurs en finance qui vont toujours avoir un take. Ah, mais je pense que ceci, je pense que cela, etc. C'est, on ne le sait pas. Il y a personne qui le sait. Là, hier, j'ai vu, je l'ai pris en photo. D'ailleurs, je l'ai screenshot sur Facebook. Dis-moi que je l'ai screenshot. Ouais. Goldman Sachs anticipe une décennie perdue pour les actions. Selon leurs analystes, le S&P 500 ne devrait générer que 3% par an et à peine 1% après inflation sur les 10 prochaines années. Pourquoi Goldman avance plusieurs arguments sérieux, concentration historique du marché autour d'un petit groupe de valeurs stars, donc le Magnificent Seven, des valorisations extrêmes, une probabilité élevée de sous-performance. Certains experts saluent la lucidité de l'analyse, d'autres estiment que c'est un scénario pessimiste. Et juste avant ça, ils disaient qu'ils avaient rebalancé leurs chiffres de l'année passée en décembre. Donc on est au mois de mai. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ils vont changer ça à chaque 3 mois. Au début d'année, en fait, en décembre, il y a plein de grosses banques et fonds d'investissement qui émettent leurs hypothèses sur où sera le S&P 500 à la fin de l'année. Et à chaque fois, ils se plantent. Et ils réévaluent aux 3 mois. Et ils réévaluent aux 3 mois. Guys, on ne sait pas la météo pour demain, on n'arrive pas à la prédire. Arrêtez d'essayer de prédire ce que ça va être le marché. Il y a trop de facteurs. Et c'est sûr que ça fait des vues, mais moi, je les screenshot puis je vous le lis. Donc là, vous venez d'entendre parler de Goldman Sachs, qui est une entreprise en plus qui est cotée. Donc vous allez peut-être dire, ah ouais, c'est intéressant, je vais regarder. Et si vous êtes aux États-Unis, peut-être que vous allez devenir client de ce fonds d'investissement, de cette banque. Donc tout est relié pour faire parler, pour donner de la visibilité. Alors moi, je bouche mes oreilles, je ferme mes yeux et je me dis, je reviens dans 10-15 ans. Là, avec les profits, les rendements que j'ai fait depuis des années, j'ai commencé à investir en janvier 2014. La bourse pourrait chuter de 50%. Je serais comme, ah bon, bah ouais, j'ai perdu, mais je suis encore dans le positif. Donc, le but, c'est que je continue. Quand c'est bas, je continue à acheter bas. Ça fait baisser, ça équilibre mon prix moyen. Quand c'est haut, j'achète haut parce que je me dis, bah écoute, tant mieux, le marché est haut, je suis content. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Mais si vous commencez à investir, les 2 premières années sont très difficiles parce que des fois, vous allez investir à un sommet, puis là, ça se met à chuter, puis vous vous dites, j'ai-tu fait la bonne chose. Puis il y a le biais du spotlight qu'on appelle, c'est-à-dire quand on pense que nous sommes la personne la plus importante dans la vie des autres. Non, on est la personne la plus importante dans notre vie, mais pas dans la vie des autres. Et c'est pas parce que toi, tu as commencé à investir qu'automatiquement, tout le monde s'est mis à dire Steven, il s'est mis à investir, les marchés vont chuter. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les marchés vont suivre leur cours. Il y a des milliers et des milliers de facteurs qui influencent le prix d'une action. Donc, voilà, commencez à investir. J'ai une petite formation à $37, paiement unique si vous voulez en savoir plus. Mais honnêtement, grâce à des podcasts, grâce à des livres, vous n'avez même pas besoin de ça. $37, c'était juste pour mettre un prix rattaché à ça, pour donner, comme je disais, une petite valeur. Pour que les gens se disent, bon, au moins je vais payer pour ça, je vais être sérieux. Je le racontais à quel point les gens sont pas sérieux quand c'est gratuit. Voilà la raison pour laquelle j'ai arrêté les 15 minutes également. Je donnais des 15 minutes offertes gratuitement. Si vous avez eu la chance d'en bénéficier, vous avez vu à quel point je ne suis pas pushy du tout. Bien au contraire, je donne de l'information totalement gratuite sur mon temps. Donc, alors que pour moi, le temps, c'est ce qui est le plus précieux. Et je l'ai arrêté parce que plus de 70% des gens ne se présentaient pas. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, pourquoi perdre mon temps? Si je vois qu'il y a une personne qui est vraiment intéressée en message, je vais lui envoyer le lien en privé, mais sinon, je ne le mettrai plus à Atlanta. J'avais une dizaine de rendez-vous par semaine. Et je vous disais, 7 personnes sur 10 ne se présentaient pas. Donc moi, je prenais du temps. Ou est-ce qu'admettons, je m'en allais pas au gym, ou je m'en allais pas commencer à faire une affaire, je m'en allais pas en studio, ou peu importe. Puis là, j'attends, je me connecte. Puis là, j'attends. Puis là, il y a personne. Là, je me dis, bon, la personne est peut-être en retard, elle a peut-être du mal avec Google Meet. Et là, t'attends. Et là, il y a personne. Et là, tu t'écris un message. Et je suis sur l'appel. Ah, j'ai oublié. Ok, bah, pas moi. Puis, sachant que c'est la personne qui a pris son truc, qui a pris cet appel, bah, c'est pas le genre de personne que j'ai envie d'être. Et c'est peut-être extrême de ma part. C'est pas grave, c'est mon temps, c'est gratuit. Donc, vous êtes pas, tu sais, la personne n'est pas cliente, elle a rien acheté. Donc, c'est pas un client, j'ai aucune redevabilité envers cette personne-là. Et je me dis, cette personne-là n'est pas sérieuse. Et il y a même une phrase, c'était dans la Bible, si t'es pas sérieux,
On dit si t'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras pas dans les grandes. Et c'est un peu si t'es pas capable de gérer 1 000 $, tu seras pas capable de gérer 100 000. Et la même chose, si t'es pas capable de te présenter à un rendez-vous et d'honorer d'honorer le rendez-vous que t'as pris, d'honorer le temps en fait que tu prends et que tu fais perdre à la personne, bah moi je fais plus ça. Donc voilà pour la bourse et pour ça. Je vous parle maintenant, on est dans notre grosse saison de Piscine Éclat. Donc Piscine Éclat, c'est une compagnie qu'on a parti au mois de mai l'année passée. Alors si vous connaissez pas la petite histoire, je vous fais un résumé rapide. J'avais mis une story sur Instagram pour dire que j'étais à la recherche de nouvelles opportunités et je le suis encore. Moi aussi, je peux toujours acheter des 10-15% de business pour vous aider à grossir. J'ai une bonne expertise. Moi, je suis un bâtisseur. J'aime prendre quelque chose qui est à la base et le faire grossir. Et quand c'est bien monté, j'aime vendre. C'est vraiment ça que j'aime faire. C'est plus après d'être dans l'opérationnel, le fine-tuning, je déteste ça. Comme dans les travaux à la maison, j'aime faire le gross, j'aime faire vraiment la destruction, la démolition, d'arranger, de monter les choses. Mais la finition, je déteste ça pour mourir. Donc, Piscine Éclat, je mets une story. Amadou m'approche, je le connais pas. Il me dit « Salut Simon, j'ai vu ta story, j'aimerais ça qu'on s'en parle. » Et moi, j'avais dans l'idée de partir un truc de piscine, même si je connaissais rien, parce que quand j'ai acheté ma maison, il y avait une piscine, elle fuyait, et on n'avait pas un super bon service des gens qui nous aidaient. Et quand je parlais aux autres personnes dans mon entourage qui avaient une piscine, personne n'était satisfait de leur fournisseur de services en piscine. Et je me suis dit, il y a de quoi faire. En plus, c'est saisonnier. Donc, quand vous partez un projet, moins il y a de barrières à l'entrée, plus il va y avoir de monde, plus ça va être donc difficile de sortir son épingle du jeu. Si par contre, il y a plusieurs de barrières à l'entrée quand vous partez un projet, par exemple, vous partez un projet, mais ça demande un investissement de 50 000, ben là, c'est une grosse barrière à l'entrée puisque c'est pas tout le monde qui peut le faire. Par contre, de dire, moi, je vais me lancer, je vais partir ma chaîne YouTube, c'est facile, ça te prend un téléphone, tout le monde a ça. Il n'y a aucune barrière à l'entrée pour se partir une chaîne YouTube puis être un nouvel influenceur sur les voyages ou finance ou peu importe. Par contre, de dire, moi, je vais faire une émission de télé, là, la barrière à l'entrée elle est un petit peu plus difficile puisque là, ça prend un peu plus de matériel, ça prend des gens, ça prend du budget. Vous avez compris la chose. Et le truc de piscine, c'est pas très complexe, mais la barrière à l'entrée, c'est que si tu veux travailler, c'est saisonnier. Qui dans la vie peut se dire moi je vais travailler 5 mois par année? C'est très difficile. Ou dire je vais faire ça les week-ends. Tu vas travailler 7 jours sur 7 de avril, mai, peut-être juin, puis après septembre, octobre ou fin août, septembre, octobre, novembre pour faire les fermetures. C'est compliqué. Si tu es courageux et jeune peut-être, mais ça reste quand même compliqué. Donc j'ai rencontré Amadou. Ça a super bien été et on s'est entendu que je prenais 50% de la business et lui l'autre 50%. Et moi, je lui ai amené tout ce qui est publicité, organisation, comptabilité, suivi de prospects, vraiment l'organisation. Lui, il ouvre les piscines, il ferme les piscines, il les entretient. Et moi, je m'occupais vraiment de toute l'administration et d'essayer de scaler la business. Amadou est en 2e année de médecine. Donc lui, son but, c'est un petit travail qu'il a. Mais il voulait le scaler un peu pour ensuite vendre. Donc ça va super bien. Là, on est en plein dedans. Et je voulais vous partager sans filtre l'expérience entrepreneuriale avec ça. Donc, comment on a parti ça? Au début, on n'avait pas de clients. Donc, au début, c'est de trouver des clients. On a essayé plusieurs choses, c'est-à-dire porte à porte. Donc, on a fait des pamphlets, non pas de les mettre dans la boîte aux lettres, mais on a fait des accroches-portes. Pourquoi? Parce qu'un accroche-porte, la personne n'a pas le choix de toucher le truc pour l'enlever. Un flyers, la personne va prendre la pile de flyers, la mettre à la poubelle ou la regarder vite et la mettre au recyclage. L'accroche-porte, il est là. Donc pour moi, c'est comme si c'était vraiment un lien direct avec cette personne-là. On a touché cette personne-là. Donc, c'est une impression. On va l'appeler comme ça. Si vous connaissez un peu le système publicitaire, c'est une impression qu'on appelle ça. Alors que un flyers, ça peut être juste, je prends ça, le paquet complet, je le regarde même pas. Là, la personne n'a pas le choix de l'enlever de sa poignée de porte. Et ensuite, on a fait différentes publicités Facebook. Donc, on a fait une campagne. Si vous êtes dans mon groupe, si vous avez payé la formation à 37,
vous avez accès au Club Héritage. Et le Club Héritage, j'ai partagé comment j'avais monté la publicité pour Piscine Éclat avec les prospects, le coût par prospect et comment marche la publicité avec justement publicité, ensemble de publicité, campagne, ensemble de publicité et publicité qui est comme un entonnoir pour aller chercher le plus de prospects ou le plus de visibilité possible. Et là, on a fait différentes publicités. Donc, pour la même campagne, la campagne détient dedans, dans une campagne, un ensemble de publicités. Et dans cet ensemble de publicités, il y a une publicité. Donc, ma campagne, c'était ouverture de piscine. Dans cette campagne-là, le but, c'est d'aller chercher des prospects. Dans cette campagne, il y a un ensemble de publicités. Dans l'ensemble de publicités, c'est quoi? Il y a une vidéo qui dit « va cliquer là-dessus pour avoir accès à un formulaire, tu remplis le formulaire, on te contacte ». Il y a une vidéo, il y a une autre photo, il y a encore une autre photo, il y a encore une autre vidéo, et ça, c'est toutes mes publicités qui sont dans l'ensemble de publicités. Et grâce à Facebook, Meta, qui est quand même très bien fait au niveau de la pub, on était capable de voir parmi les 5 ou 8 différents essais qu'on a fait, différentes infographies. Donc, des fois, comme je l'ai dit, c'est une vidéo, des fois, c'est une photo, des fois, c'est un montage avec les prix, peu importe, une petite animation. Et là, on a vu, il y a plus de clics sur celle-là, elle convertit mieux. Donc, à un moment donné, au bout de 2 semaines, on est capable de dire, OK, elle, on l'élimine, elle, on l'élimine, elle, on l'élimine. Parce qu'on a assez de data pour dire, il y a X nombre de personnes qui l'ont vu. Nous, on mettait $30 par jour. Il y a X nombre de personnes qui l'ont vu, la publicité. Celle qui convertit le mieux, c'est elle, la numéro 2. Donc, on va mettre nos efforts dans les 2 ou 3 qui convertissent le mieux pour pas non plus mettre sur seulement une seule. Parce qu'à un moment donné, il y a de la fatigue pas du client, mais il y a de la fatigue du prospect qui, à force de voir la même publicité, passe à autre chose. Donc, on en garde toujours 2-3 pour éviter la fatigue parce qu'on vise aussi la répétition. On parle en publicité ça prend 7 répétitions avant de convertir un prospect à un client. Et là, il y a les leads qui rentrent. On avait embauché quelqu'un qui faisait nos appels de vente parce qu'à un moment donné, il faut déléguer et ouvrir des piscines. Donc, on avait Zach qui est venu sur le podcast ici, qui m'aide aussi dans Héritage énormément. D'ailleurs, un gros merci à Zach. Et Zach, lui, il a appelé les clients. Donc, le lead rentrait sur Facebook, où est-ce que la personne mettait son nom, son adresse courriel, numéro de téléphone, la ville où est-ce qu'elle habitait, et si elle avait piscine creusée ou hors terre. Donc, c'est un formulaire Facebook. Et lui, Zach, ça rentrait, prenait le téléphone, il appelait le client et il présentait nos prix. La majorité des clients, même si le prix est indiqué, te redemandent. Et là, Zach expliquait et ensuite, on le closait. On a un système d'agenda où est-ce qu'on avait des zones. Donc, admettons, zone A, B, C, D, E. A, c'était Candiac, La Prairie. B, c'était Longueuil, Boucherville, Saint-Hubert. Et là, on disait, vous, pour votre secteur, on va être là le 17 mai ou le 23 mai, qu'est-ce que vous préférez? Puis bref, on s'occupait de booker les dates. Et ça a super bien été. On est rendu à 84 ouvertures. Il faut savoir que vu qu'Amadou étudie en 2e année de médecine, et que moi, je fais de la consultation, on fait ça seulement les week-ends. Donc, on donne un gros coup, mais j'aime ça. Moi, j'aime ça, donner des coups comme ça, donc ça ne me dérange pas. On a obtenu, des très, très bons résultats. Ce qui est intéressant, c'est que on avait fait la même chose avec les fermetures, mais notre coût par prospect était plus haut parce qu'on essayait, on a commencé au mois de mai, on a fait notre saison de fermeture au août, septembre, octobre, un peu novembre. Et on avait mis des prospects sur le site web, on avait mis des prospects sur Facebook, on a vu que c'est finalement Facebook qui marchait le mieux. Donc là, à l'ouverture, on n'a pas mis le site web, on a juste mis prospect Facebook. À la fermeture de piscine, à l'automne, on avait vu les publicités qui marchaient le mieux. J'ai pris celles qui marchaient le mieux, je les ai remis à l'ouverture. Et encore une fois, c'est elles qui ont marché le mieux. Toute notre base de données qui avait pris nos fermetures ou qui avait rempli le formulaire, on les a toutes rappelées. Donc, eux, on a eu du repeat business. Donc, les prospects qui m'avaient coûté, ou le client m'avait coûté $20 par client à la fermeture, vu que je l'ai repris pour l'ouverture, le coût par prospect vient de diminuer encore plus. Et là, on a refait on a repris des nouvelles adresses courriel. Donc là, vous voyez notre CRM maintenant, qui est quand même intéressant. Là, on a un fichier sur Excel et on utilise aussi Zoho comme CRM. On a à peu près là 280 et quelques adresses courriel et plus de 150, à peu près 150, 200 clients. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a eu des fermetures. Les gens des fermetures nous ont repris pour le service de l'ouverture.
On a des nouveaux clients pour l'ouverture qui vont nous reprendre pour le service de fermeture. Et nous, on dépense à peu près, on a dépensé 1000 et quelques, un peu plus que ça en publicité. Mais là, maintenant, on n'a plus ce 1000 et quelques dollars à mettre. L'année passée, pour la fermeture, on a acheté une pompe, des gros tuyaux, ça a coûté plusieurs centaines de dollars, milliers de dollars. Bah là, on n'a plus à la dépenser parce que maintenant, la pompe, on l'a, le matériel, on l'a. Donc, ça reste quand même super intéressant et c'est assez payant puisqu'il y a une barrière à l'entrée, qu'il n'y a pas énormément de gens qui font ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est une aptitude qu'on a, c'est un skills qu'on est capable de faire. Nettoyer une piscine, passer le fil à feuille, tout le monde peut le faire, mais faire les rebranchements, réparer une fuite, d'avoir ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire, donc les gens sont prêts à payer. L'autre chose qui est intéressante qu'on n'a pas là cette année à l'ouverture, c'est le sentiment d'urgence. Il commence à faire chaud, les gens veulent faire ouvrir, donc là, tu es capable de dire, écoutez, oui, on peut vous passer avant, mais tu monétises ça. Donc, l'effet de rareté et l'effet d'impatience des clients est aussi importante. Je voulais vous parler un petit peu des clients. Je vais vous en parler après. On va y aller tout de suite. Les clients qui négocient, ce sont les plus exigeants. Ce sont les clients qui ne sont jamais satisfaits. J'aime pas dire jamais, mais sont rarement satisfaits. Donc, ceux qui négocient, c'est ceux qui vont te faire revenir une deuxième fois. C'est ceux qui vont te dire, ouais, mais là, les autres, ils faisaient pas ça comme ça avant, ceux qu'ils avaient pris à l'époque. Et c'est eux qu'on a énormément de misère à collecter, à se faire payer. Nous, on envoie une facture par la suite et on doit relancer. Je m'étais pris d'autres notes sur ces clients-là, mais je vais vous reparler des clients après. Ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez grossir votre business, plus ça va grossir, ben en fait, plus il y a des dépenses et du temps à mettre. Les clients ne payent pas. Déjà, en plus, ils ont négocié. Là, ils ne payent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les collecter. Donc là, il faut que les soirs, quand j'ai fini ma journée d'ouverture de piscine, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les appeler. Il faut leur renvoyer un courriel. Et là, ils te négocient. Oui, mais tu m'avais dit que ceci. Oui, mais ma piscine n'est pas prête. Oui, mais c'est ce qu'on vous avait dit. Nous, on fait une ouverture sommaire. C'est pas une prête à baigner. Prête à baigner, on vous chargera pas 200, on va vous charger 600. Puis si vous êtes pas, si vous ne croyez pas, regardez les autres fournisseurs qui font la même chose que nous. Les prix, on est dans les prix solidement, même un petit peu plus bas, vu qu'on n'a pas de camion à payer, etc. Parce que nous, on veut limiter les coûts. Le but, nous, c'est de faire de l'argent avec les clients. Parce qu'Amadou, vu qu'il part après comme médecin, ben nous, on va revendre la business. Je vais sûrement, moi, la racheter avec d'autres partenaires. Donc, le défi de grossir, c'est que à un moment donné, plus tu es gros, ben, tu es obligé d'augmenter tes prix parce que là, à un moment donné, comme là, on a embauché Zach. Donc, Zach, il prend un pourcentage sur les ventes. Mais avant, on n'avait pas beaucoup de clients. Donc, Amadou et moi, on était capable de le faire. Pas beaucoup de clients, donc pas beaucoup d'ouverture. Donc, ben, on fait nos appels nous-mêmes. Là, on avait trop de clients. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Les courriels, ça marche, mais il faut les appeler, les clients. Donc, on prend quelqu'un, on le paye. OK, il va prendre 15 à 20% du deal s'il signe. Bon, c'est 15 à 20% faut qu'on paye, dans le sens où on perd ça déjà en partant. Ensuite, ben, on a de plus en plus de clients. Donc, on met de plus en plus de temps à ouvrir les piscines. Mais là, maintenant, ça prend quelqu'un qui envoie les factures. Oui, on peut automatiser des trucs, mais il y a des choses qu'il faut faire. Ben, ça prend quelqu'un pour payer ou toi, tu dois le faire d'envoyer tes factures. Là, je le disais, on a grossi énormément de monde. Il y a 3% des gens qui ne payent pas. Bah, 3% sur 20 clients, c'est une chose. 3% sur 200 clients, c'est une autre chose. Puis il y a plus que 3% et au moins 10-15% qu'il faut, pas qu'ils ne payent pas, mais qu'on va devoir relancer, qu'on va devoir expliquer, qu'ils ne sont pas satisfaits. Il y en aura toujours des insatisfactions. Il y a des problèmes, il y a un bris. Donc ça prend du temps. Et en fait, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a une business. Et quand moi, j'avais Lib à l'époque, qui était plus petit, on était juste Hubert et moi, ça roulait, on s'occupait de tout, on avait Guillaume qui nous aidait. Lui avait une autre business où est-ce qu'il y avait des employés, des bureaux, etc. Je faisais bien plus d'argent, peut-être pas bien plus d'argent, mais je faisais plus d'argent que cette personne-là et j'avais plus de temps libre. Alors que lui, il avait une plus grosse business, il y avait des employés, etc. Mais il s'en sortait plus parce que quand tu n'as pas d'employés à gérer, si vous êtes gestionnaire dans une compagnie ou en RH ou quoi, gérer des employés, c'est de moins en moins facile. Donc, il y a ça aussi. Plus ta business grossit, plus ton affaire grossit,
bah, plus tu vas mettre du temps et plus tu vas perdre des marges, puisque bah, là, on a grossi beaucoup, ça va peut-être nous prendre des assurances un peu plus élevées. Là, on a grossi beaucoup, on arrive chez les clients, il y a toujours une fuite ou quoi. Bon, bah, va falloir qu'on paye un petit peu plus pour aller chercher du matériel ou des outils qu'on n'avait peut-être pas besoin avant, mais là, il va falloir investir dans du nouveau matériel pour faire des tests de pression et tout, pour pas perdre de clients. Donc, il y a cette balance de je grossis, mais en même temps, je veux rester petit pour faire de l'argent et que mes marges soient bonne. Okay, donc, il y a un défi de grossir et ça, faut pas l'oublier, que des fois, grossir, la personne dont je vous parlais a décidé, elle, de diminuer ses activités, de fermer certains volets parce qu'elle était quand même plus capable. Je veux mes week-ends. Je veux mes week-ends, je veux mon été, je veux ma période de Noël, je veux pas être toujours en train de travailler. Je veux continuer avec l'expérience de client. Moi, dans la vie, j'ai plus besoin de prouver, je suis plus rendu là. Je l'ai eu, hein, on l'a tous. Je pense qu'on l'a tous quand même de vouloir prouver des fois notre famille, notre belle famille, notre blonde, notre chum, nos enfants. Même à nous, on veut se prouver qu'on a réussi. Mais c'est drôle parce que nous, on va ouvrir des piscines. Je suis habillé, je suis crotté. Là, il y a du chlore, donc je mets pas des beaux vêtements. Je mets des vêtements que je m'en fous. Pantalon, souliers, j'arrive là-bas, ma tuque, ma casquette, peu importe. Faut se pencher, on se met à genoux pour enlever les bouchons dans la piscine. Donc moi, j'ai un petit tapis parce que j'ai des genoux. Je me suis fait opérer des 2 genoux, donc des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai pas cette... Moi, ce que les gens vont penser de moi, ça ne me dérange pas dans le sens, regarde ce petit employé qui fait ça. Et c'est vraiment qu'à Madou, les clients, des fois, nous parlaient comme si on était des 2 de pique. Et je le disais, on est considéré comme l'employé qui vient faire le ménage. Là, on va être considéré, tu sais, il n'y a pas de saut métier, mais les gens, quand même, dans leur vie, dans leur tête, ils ont des métiers qui sont moins hot que d'autres. Et nous, ouverture de piscine, c'est comme, regarde les 2 petits gars qui viennent ouvrir la piscine. On est leur saltimbanque, là. On est vraiment leurs petits esclaves. Là, fais ça, fais ça, fais ça. Il manque des feuilles, leur ramasse tes feuilles. Puis même Amadou me disait, c'est fou parce que dans toutes les maisons qu'on a fait, ouverture, fermeture, il dit, je pense que c'est toi qui as la plus grosse piscine puis la plus belle cour. Puis je dis, c'est vrai que dans toutes les piscines qu'on a ouvertes, je compte peut-être sur les doigts de ma main, de une main, si la personne avait une plus grosse piscine que moi ou une plus belle cour que moi. Et on voyait le changement parce que des fois, quand la personne me dit, ah oui, j'ai ça, ma piscine, puis je dis, ah oui, moi aussi, j'ai beaucoup d'arbres et tout. Ah oui, t'as une piscine. Puis je dis, oui, regardez, moi aussi, regardez les arbres. Puis là, je montrais ma cour. Puis là, même Amadou me le disait, c'est fou comment les gens, c'est... ok, c'est... Tu sais, moi, j'arrive avec la vieille Kia 2011 parce que je mets des trucs de chlore dans l'auto, donc je vais pas prendre l'auto qu'on vient d'acheter. Donc, les gens, tu vois le switch dans leur regard que là, ils te respectent un petit peu plus. C'est dommage que ça marche comme ça, tout comme maintenant les influenceurs, les réseaux sociaux, la personne qui est toujours en voyage, la grosse auto de luxe, la personne qui est toujours au resto, on va lui accorder un petit peu plus d'importance. Ça ne devrait pas, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Je le parlais avec ma formation de swing. Je vais parler des intérêts composés, je vais parler des FNB. Les gens vont être comme, ah ouais, très nice. Puis tu vas montrer un graphique sur TradingView, un graphique de bourse. Oh my God, lui, il connaît vraiment ça. Non, c'est juste un graphique. Là. Ça n'a pas rapport, mais les gens aiment encore savoir des graphiques. On dirait que c'est ça qui va te donner le fait que tu es quelqu'un de connaisseur. Ma question, c'était comment gérer ce mépris et ces jugements sans perdre le sang-froid. Il y en a avec Amadou qui sont vraiment méchants. La fois passée, un client ne voulait pas payer, je l'ai appelé. Puis il m'a envoyé directement, là, je dis oui, bon, parce qu'il parlait à Amadou, ça se passait mal, très très exigeant, on voulait pas payer. Quand on est allé là-bas la première fois, le client nous avait pas sorti ce qu'on avait besoin, donc on n'a pas pu finaliser l'installation. C'est notre faute, j'aurais dû chercher dans le cabanon. J'ai pas pris de photo de son cabanon, mais c'était une dompe le cabanon, donc excuse-moi, la majorité, en fait, 99,9% des clients en arrivent, la pompe est sortie, les paniers d'écumoire sont là, les bouchons, tout est bien organisé, plus ou moins. Lui, en arrivait, il aurait fallu fouiller dans sa dompe. Donc, on n'a pas fouillé, on n'a pas trouvé certains bouchons, donc on les a pas remis. Là, il nous appelle, moi, je paierai pas, vous n'avez pas fini l'installation. Donc, Amadou essaie de dealer avec, ça marche plus ou moins. Je dis, écoute, je vais l'appeler. J'appelle le client, il commence à me gueuler dessus. Et moi, directement, je dis, wow, on se calme. On reste poli. Je suis pas votre ami, je suis pas votre employé, je suis pas votre copain, je suis pas partie de votre famille, on reste poli. C'est d'accord? C'est bien compris? Puis là, il s'est calmé. Moi, il a pas payé. C'est pas mon client. Il m'a pas payé. Donc, et même s'il m'avait payé, est-ce que 200$ vaut que tu vas me parler comme un chien? Non. Surtout qu'en plus, j'ai un peu une grande gueule. Donc, 200$ vaut que tu vas me parler comme un chien? Non. Surtout qu'en plus, j'ai un peu une grande gueule. Donc, 200$ vaut que tu vas me parler comme un chien? Non. Surtout qu'en plus, j'ai un peu une grande gueule. Donc, 200$ vaut que tu vas me parler comme un chien? Non. Surtout qu'en plus, j'ai un peu une grande gueule. Donc,
je pense qu'il y a une relation quand ça se passe mal, de dominant-dominé, de quelqu'un qui a l'ascendant et quelqu'un qui ne l'a pas. Et j'évite de laisser le client avoir l'ascendant sur moi. Quand la personne parle mal, on va lui expliquer factuellement, bah écoute, il manquait ça, 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 ça. On peut pas, excusez-moi, mais si je trouve pas vos bouchons, puis si tout est mal rangé, je me sentirais mal à l'aise d'aller fouiller dans vos affaires, monsieur. Donc ça s'est quand même bien réglé et il a fini par payer. Ce qu'on a remarqué, le client qui va demander un prix à négocier va être un client, donc comme je l'ai dit, fatigant, avec des exigences ultra élevées. Puis il y a quelques signes qui vont montrer ça. Il va utiliser des phrases comme oh, j'espère que t'es meilleur que les autres que j'avais eu parce que les anciens étaient vraiment mauvais. Comme par hasard. Puis souvent, ils essaient de bâcher sur Club Piscine très vite. Puis nous, on a que des bons mots pour eux. On le dit. Ah, pourtant, Club Piscine, habituellement, sont vraiment bons. Le service est exceptionnel, etc. Ils sont un petit peu plus chers, mais on le disait. Eux, ils ont des locaux à payer. Ils ont des employés à payer. Les charges sociales sont pas les mêmes que nous, Amadou et moi. Pas de camion, qu'on arrive avec nos autos, qu'on a très peu d'équipement. On n'a pas de loyer à payer. On est capable de faire des plus bas prix. Quand tu as une flotte de véhicules, que tu dois les faire lettrer, que tu dois les faire réparer, etc., c'est différent, des chefs d'équipe et tout. Donc, on est capable de faire des prix un petit peu plus bas. On disait, il va se plaindre abondamment dès le premier contact. On va être coupable. Comme on a eu plusieurs clients, ah ben là, vous avez perdu mon panier d'écumeurs, vous avez perdu mes bouchons. Ben écoutez, non, nous on les a mis là. Puis finalement, on n'a plus de nouvelles. Nous, on les rappelle. Ah ouais, finalement, il était dans mon garage, on l'a retrouvé. Donc, c'est des gens souvent qui vont être... la culpabilité est assez rapide pour te juger que c'est de notre faute. Il y avait un client, il y a un truc qui ne marchait pas, qui nous rappelle, je me déplace en une demi-heure, je suis chez lui, parce qu'il n'était pas loin de chez moi, je me déplace, je regarde, je vérifie, écoutez, nous, tout est correct. Et en fait, c'est le client, ok. Sa femme avait tourné une valve il y avait une partie de la plomberie dans la maison, et sa femme avait tourné une valve. Et nous, on n'avait pas été dans la maison. Et cette valve-là doit toujours rester ouverte dans la plomberie. Bah, c'était de notre faute. Et finalement, je le rappelle 2-3 jours après pour dire, bah, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on repasse? On peut vous référer à une autre compagnie, plus de plomberie. Ah non, non, c'est correct. Donc, je dis, OK, c'est correct, c'est réparé ou vous avez trouvé quelqu'un pour finalement que c'est sa femme après qui me le dise, ah, c'est moi qui avais tourné une valve. Mais lui, il nous l'avait pas dit que finalement, c'était pas nous qui étions en tort. Ah, c'est toi qui as mal mis les bouchons, tu as mal installé ceci. Donc, ils ont la culpabilité, l'envoi de culpabilité assez rapide. Les clients qui négocient, comme je l'ai dit également, ne payent pas, ne veulent pas payer, veulent un service au-delà. Ils ne payent pas, mais ils veulent un meilleur service que les autres. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ne respectent pas ton temps. Je m'explique. Il t'appelle à 9h30 du soir, il faut que tu répondes. Des fois, nous, on fait les ouvertures de piscine. J'ai pas mon cellulaire avec moi. Toute la journée, on fait des ouvertures. Je suis proche de l'eau, je dois me pencher, je dois mettre ma main dans l'eau. C'est pas vrai que je vais avoir mon cellulaire à la main. Mais la personne t'appelle, t'as pas répondu. Si j'ai pas de tes nouvelles dans 20 minutes, je vais faire appel à quelqu'un d'autre. Calme-toi. Puis là, je le disais tantôt, il y a le sentiment d'urgence. Là, on l'a pas. Si vous regardez dehors, si vous habitez au Québec, c'est pas super nice quand même. La température, on est d'accord. Donc, le sentiment d'urgence, on a juste à dire, écoutez, on n'a pas pu passer. Il y a eu des intempéries. La semaine passée, il y avait des gros orages. On a annulé notre journée. Bah, écoutez, il n'y a pas de sentiment d'urgence, monsieur. Est-ce que vous allez vous baigner? Non. Bon, bah voilà, on va repasser quand on repassera. Et dernière chose, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de travailler autant? Est-ce que ça vaut la peine de faire beaucoup d'argent? Est-ce que ça vaut jusqu'à où faire beaucoup d'argent va te rendre heureux et va te faire que tu es accompli? Le Jensen Huang, qui est le CEO de Nvidia, qui est multimilliardaire, disait que si c'était à refaire, il ne le referait pas. Et là, peut-être qu'on se dit, ouais, mais c'est parce qu'il y a des milliards, donc lui, ça y est, c'est fait. Mais quelle est la différence? On joue au jeu des 7 différences. Quelle est la différence entre gagner 60 000 par année puis 80 000 par année? Quelle est la différence de gagner 110 000 par année ou 150 000 par année? Quelle est la différence de gagner 50 millions ou 80 millions? Quelle est la différence d'avoir 500 millions ou 1,4 milliard? Quand on était gamin, quand on nous donnait, moi c'était des euros à l'époque ou des francs, on me donnait 10 euros, mais attends, mais 10 euros c'était 65 francs, mais
Mais c'était la folie furieuse. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Écoute, je pourrais payer un voyage à ma famille. Et je plaisante, là, vous avez compris. Et je me disais, c'était la journée de Pâques, j'étais sur la route en train d'ouvrir des piscines. Et je me disais, punaise, j'ai 37 ans. Je suis loin de ma famille les week-ends. C'est un coup à donner, mais avril, mai, c'est vrai que là, c'est les ouvertures. Les week-ends, je suis pas là. Je pars tôt le matin, je rentre en fin de journée pour l'heure du souper. Et je me dis, est-ce que ça vaut la peine? J'en ai assez de l'argent. Là, je dis pas que j'ai plus besoin d'argent, mais j'en ai assez. À part une Corvette, une Lamborghini, puis encore là, j'ai vendu ma BM, alors que c'était mon auto de rêve, cette BM-là. Est-ce que ma Corvette, je vais être content? Combien de temps? Pourquoi j'en louerais pas une de Corvette? Ça va me coûter 2-3 000, 5 000 peut-être pour une semaine, ou je sais pas. Puis je vais l'avoir essayé, puis au pire, je remets un 5 000 à chaque année pour me dire, je me paye mon petit trip de Corvette ou de Lamborghini ou de Ferrari. Au moins, je paye pas les pneus, les freins, l'entretien, les assurances, mais je me disais, est-ce que ça vaut la peine? Pâques, j'étais presque pas là. En fait, finalement, je suis rentré plus tôt. On avait juste quelques piscines. Mais je pensais à ça. Est-ce que ça vaut la peine d'être loin de sa famille? Parce que, en bout de ligne, tu peux avoir autant de plaisir dans une piscine creusée que dans une piscine hors terre que tu as payé 10 000. Je préfère être chez des amis qui ont une piscine hors terre, puis qu'on soit là, toutes les amies ensemble, la famille avec de la bonne bouffe, que tout seul chez moi dans ma piscine creusée. Et oui, les expériences sont importantes. Donc, c'est là que je me dis, j'aime faire ce que je fais, j'aime donner des coups, mais en même temps, faire pendant 10, 15, 20, 25 ans, travailler comme un acharné pour dire, je veux absolument faire X nombre d'argent. Je pense pas que c'est worth it. Je pense pas que ça vaut la peine. Donc, c'est ça que je me disais. À notre échelle, vous et moi, parce qu'il y a tout un standard. On pourrait faire des millions et des milliards, mais il y a un standard qu'il y a une grosse zone au milieu. Oui, il y a le 20-20, puis 60 au milieu. Une épicerie standard va coûter un prix. Un bon resto va coûter un prix. Oui, il y aura des restos où ça va te coûter 3000 pièces l'assiette, mais va falloir y aller. Je sais pas, c'est trop loin, mais tous les bons restos, je prends le 10-30 ou Montréal, la majorité des bons restos, c'est quand même, 3, 4, 5, 600 pièces pour un couple. Il y en a des plus chers, mais en majorité, un bon resto, c'est ça. Donc, une fois que tu peux te payer ça une fois de temps en temps, as-tu réellement besoin d'encore plus? C'est ça que je me demandais. Donc, à notre échelle, je me disais, la différence entre gagner 1000 et 15 000 est notable, mais ne change pas radicalement notre vie. Pourtant, à 15 ans, je t'aurais dit à 15 ans, je te donne 15 000, mais 15 000 à 15 ans, t'arrêtes de travailler, tu dis, c'est bon, je prends ma retraite. Que maintenant, moi, je sais que de faire, ça fait des années que je fais 20 000 et plus par mois, à chaque mois, je le vois plus rentrer. Tu sais, dans le sens que je m'achète ce que je veux, mais encore là, je fais encore attention à mon argent. Puis on n'a pas de grosses dépenses. On regardait ça avec ma femme, on boit pas, on fume pas, on se paye pas des restos. Moi, je dépense souvent à l'épicerie. Je vais m'acheter vraiment des bons trucs à l'épicerie, mais je vais pas. C'est pas non plus hors norme, là. Puis c'est là que je me dis, bon, je travaille, j'ai de l'argent, jusqu'à où ça va s'arrêter? Je le sais pas. Puis ça, c'est vraiment une réflexion personnelle, je le sais pas. Et on finit avec le désir. Comme je disais, mon frère disait, c'est les choses les plus inaccessibles c'est les choses inaccessibles qui deviennent les plus enviables. Et c'est vrai. On le voit, puis je suis désolé, avec nos conjointes, à un moment donné, une fois qu'on l'a, le désir est moins là. Quand ça fait 10, 15 ans que tu es en couple, 20 ans que tu es en couple, le désir diminue. On va pas se le cacher. Il y a personne qui va dire, oh, dis-moi avec ta femme. Non, c'est vrai. C'est normal. La BM, c'est pareil. Pour des objets, c'est pareil. Manger, nous avec ma blonde, on aime le saumon fumé. À un moment donné, une fois qu'on a mangé X nombre de saumon fumé, je suis tanné. Des huîtres, les huîtres, comme ça peut être malade. Une fois que j'en ai mangé à Noël, pendant 6 jours consécutifs, ouais, c'est bon. Les Ferrero Rocher, moi des Ferrero Rocher, j'en mange à la petite cuillère. Puis à un moment donné, j'étais écœuré parce qu'on en avait trop mangé. Et en fait, c'est l'équilibre. C'est de garder un équilibre de j'ai encore ce désir-là, mais je me limite pour continuer à avoir ce désir-là. Les gens qui mangent dans des gros restos toute la journée sont tannés d'aller manger au resto. Une fois, quelqu'un dans notre entourage qui sont extrêmement riches, la madame, elle se plaignait pour dire « Oh là là, je dois encore faire mes valises pour partir en voyage. » Et ma mère, je me souviens à l'époque, ça l'avait offusqué pour dire « Voyons donc, t'as la chance de partir en voyage. » Moi, j'aime pas voyager, j'ai le mal de l'air. Mais maintenant, cette personne-là a 100% raison.
Je suis capable de me mettre à sa place de cette madame-là qui voyage tout le temps, qui est tout le temps loin de chez elle. Ben, elle doit être tannée d'attendre à l'aéroport et de prendre l'avion. Et là, il y a des problèmes d'avion. Et là, il faut débarquer. Et là, il faut mettre tes valises. Et là, t'es pas chez toi. Je la comprends. Même si, pourtant, j'ai pas le désir de voyager. Et même si je ne voyage pas, je peux la comprendre. Mais au début, c'est difficile de réaliser ça. Et c'est pour ça que j'essaie de garder toujours ce désir-là, de me dire, je vais me limiter dans certaines choses pour avoir quand même encore la joie de l'avoir atteint. Donc, je pense que c'est important de se limiter. Et à un moment donné, c'est que tu n'as plus rien à prouver non plus. J'étais dans mes notes, là. La fois passée, j'étais chez ma sœur, puis ma blonde et ma sœur se foutaient de moi, gentiment, sur mon look, comment j'étais habillé. Puis ma blonde, elle le disait, mais je l'entendais. Elle disait, si tu voyais des fois comment il sort de la maison, je dois lui dire, ok, va te changer. Ou même la fois passée, je sais plus comment j'étais habillé. Puis même ma petite me dit, ah papa, tu sais, mets pas ça, c'est pas beau ces souliers-là, ça suit pas, etc. Mais moi, je m'en fous. Je suis plus rendu à prouver ça. Et ce qu'on s'aperçoit, on parle souvent des marques de luxe, etc. Vous connaissez sûrement l'anecdote de Payless Shoes qui ont fait une boutique éphémère qui s'appelait Palessi, je pense. Ils ont juste inversé les lettres. Ils ont pris des souliers à 15-20 $ qu'ils ont étiquetés à des centaines de dollars et les gens se les arrachaient. Ah waouh, c'est malade parce qu'il y avait l'effet de rareté. Et moi, je pense que les gens sont cons. Très honnêtement, je pense que les gens sont stupides avec les marques, avec des choses qui n'ont aucune valeur. Moi, quand je vois des gens acheter des sacs à main qui coûtent super cher, ça sert à quoi pour avoir 10 $ ou une carte de crédit négative à moins 10 000 dans ton portefeuille, dans ta sacoche qui t'a coûté 5 000? Je vois pas le rapport. Te saigner pour une voiture de luxe quand tu peux pas la payer puis que tu dois travailler 3 semaines et demie de ton mois pour pouvoir payer ta voiture, c'est ridicule. Ok, tu t'achètes une Lambo, mais tu fais 1 million par année. Ok, j'ai aucun problème avec ça. C'est proportionnel à ton revenu, à tes dépenses. Mais te saigner pour t'acheter un sac ou des vêtements de marque. Je voyais une émission la fois passée pour les 17 ou 18 ans de sa fille sont allés chez Louis Vuitton. Non, c'est-tu Louis Vuitton? En tout cas, peu importe. Ouais, je pense que c'est Louis Vuitton. Elle lui a fait une truc de téléphone, une coque de téléphone avec ses initiales gravées. Ça a coûté je sais pas combien de $. Puis là, ils sont tous contents. Puis là, ils sont pris aux petits oignons. Un ouvrier de la classe moyenne, je me disais, man, mets ton argent ailleurs. Je comprends que tu veux faire plaisir à ta fille, mais c'est à nous après d'éduquer nos enfants sur ça. C'est à nous d'éduquer nos enfants. Ben écoute, là, tu l'auras pas. Parce que voici comment ça marche l'argent. On peut faire plaisir à nos enfants, mais pas démesurément et pas au point de se saigner. Donc, voilà. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir s'acheter ce qu'on veut, mais sans nécessairement, à la fin de la journée, à la fin du mois, de se dire je me suis endetté parce que je me suis acheté ça. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Tu sais, les gens qui achètent une voiture neuve, justement, à paiement, puis que là, finalement, au bout de 1 an, là, au bout de 6 mois, ta voiture, elle est plus neuve, puis tu t'es habitué. Mais quand elle est même paiement de plusieurs centaines, voire milliers de dollars qui rentrent, puis que tu n'as pas les moyens, ça doit faire quelque chose. Donc, voilà. C'est pas mal ça que je voulais vous dire. Et j'espère que vous avez aimé cet épisode où je suis seul. Et puis, voilà. Je suis content de Piscine Éclat. Puis, comme je le dis, si vous avez des idées de business ou si vous avez besoin d'un partenaire, quelqu'un qui peut mettre de l'argent et qui peut travailler aussi, j'ai le temps. Puis, j'aime bâtir. Donc, vraiment, ce serait en rôle de bâtisseur, de tout monter, la structure, de peaufiner la structure. Je dis pas peaufiner à la fin, là, le fignolage, mais la structure, là, le gros de la structure, de mettre les idées, le marketing, l'image de marque, les ventes, structurer le CRM, etc. C'est ça que j'aime faire. Donc, je sais pas faire beaucoup de choses, même si je pense que oui, mais ce que je fais bien, c'est bâtir les plans d'affaires et les business. Donc, voilà. N'oubliez pas, investissez en bourse, même si le prix est haut, on investit, et même si le prix est bas, on investit. Ça va vous aider toute votre vie. De toute façon, vous allez faire quoi de cet argent-là? C'est ça la question. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se revoit d'ici quelques jours, semaines. Je vais faire, on est le 22, donc je ferai une revue des marchés sous peu. Voir comment le mois de mai a été. Et puis, n'oubliez pas, j'ai des programmes qui sont en vente libre sur les dettes. Fini les dettes, $59. Introduction au swing trading. Construire son portefeuille
Donc comment je bâtis un bon portefeuille avec comment je peux choisir les choses que je mets dedans et l'ABC de l'investissement, petit prix. Puis je offre des consultations 30 minutes ou 1 heure. N'hésitez pas, c'est dans les meilleurs investissements que vous pouvez faire. Je fais pas ça pour me rendre riche. C'est pas comme ça que je vais me rendre riche. Je break even en fait. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. On se revoit bientôt. Bonne journée.